Merci, Président. Mes très chers camarades, si l'indépendance est souvent un combat, l'unité est toujours une réalité à Force ouvrière. Parce que nos débats et nos résolutions nous ressemblent. Nous, militants Force ouvrière, nous sommes unis par des valeurs de tout temps au service de l'ensemble des travailleurs. Oui, nos débats et nos résolutions nous ressemblent et c'est pour ça qu'elles nous rassemblent. Élevons-nous, camarades, élevons-nous à la hauteur et même au-delà des immenses attaques qui se jouent. Nous ne voulons ni nous diviser, ni disparaître. Nous voulons exister et grandir tous ensemble. Mes chers camarades, conformément aux résolutions que vous venez de voter, je m'engage avec l'ensemble du bureau confédéral à ce qu'évidemment nous les mettions en œuvre dès à présent. Je prendrai contact avec les autres secrétaires généraux des autres confédérations dès la semaine prochaine, de façon à pouvoir échanger avec eux, mais aussi leur rendre compte de nos positions et du mandat qui est le nôtre. Je m'y engage solennellement auprès de vous. Nous respecterons strictement ce mandat très politique et actif que vous venez de nous donner. En votre nom à tous, je tiens à remercier ici Jean-Claude et à le féliciter pour toute son action et tout son engagement au sein de notre organisation. Il a été un travailleur acharné à chaque poste et mandat qu'il a occupé, et cela à l'occasion de périodes extraordinairement compliquées, difficiles, où on était loin du grain à moudre, mais où il fallait protéger la meule, mes camarades. Le principal combat aura été, à chaque fois, comme c'est le vôtre dans chaque syndicat, d'empêcher que les attaques n'aboutissent ou que les destructions soient les moins fortes possibles. La représentativité imposée par cette absurde loi de 2008 a aussi profondément modifié l'action syndicale. Sous l'impulsion de Jean-Claude, nous avons commencé à rénover nos pratiques de développement comme d'implantation. Il nous reste du chemin à parcourir, là encore, tous ensemble. Si Jean-Claude n'a pas compté ses heures pour Force ouvrière, il est toujours resté disponible, à l'image de sa porte de secrétaire général toujours ouverte. Je lui souhaite à la fois un repos bien mérité, une excellente retraite, mais aussi une pleine et totale réussite dans l'ensemble de ses nouveaux projets. Et il ne me reste plus qu'à lui dédier cette phrase qu'il aime tant et qu'il a tant indiquée à plusieurs de nos camarades. Bon vent, camarades, et merci pour tout. Et j'aimerais que le Congrès se lève. À nos 5 camarades qui ne se représentent pas au bureau confédéral, je veux dire tout d'abord que vous symbolisez parfaitement l'engagement exemplaire des femmes dans notre organisation. Je profite de ce mot pour vous saluer toutes, mes camarades, vous remercier et vous féliciter.
vous dire également que nous allons nous mobiliser et agir au niveau du bureau confédéral pour que parfois certains freins qui existent encore dans nos structures soient définitivement levés et que toutes celles, comme tous ceux qui souhaitent et aspirent à prendre des responsabilités et des mandats puissent le faire au sein de Force ouvrière. Parce que je ne peux commencer que par toi, Marie-Alice. Merci pour ton engagement, ma Marie-Alice, au sein de la Confédération. Engagement dont nous sommes nombreux à savoir à quel point il t'a coûté. Ta grande popularité est autant le fruit de ton investissement que de ta proximité avec les camarades auxquels tu as toujours su apporter des réponses et des conseils avisés et militants. Et ce n'est pas Karen qui va te succéder qui me dira le contraire. Je tiens à te remercier de ton soutien indéfectible et de longue date, et j'ai hâte de poursuivre nos dîners, mais cette fois-ci en Martinique. André, notre globe-trotteur hors pair, tu as su faire preuve de polyvalence en occupant plusieurs mandats confédéraux au secteur juridique puis international ainsi qu'à la FOC. Ne t'inquiète pas, la relève est bien là avec Marjorie pour te remplacer. Tous se souviendront de ton passage et parfois même de tes massages. André, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bons voyages à un rythme moins soutenu qu'aujourd'hui et parce qu'il n'y a pas d'âge pour passer un examen, une belle réussite pour ton diplôme de réflexologie. Jocelyne, en 2015, tu as accepté de relever le défi de prendre un secteur ô combien essentiel et cible de tant d'attaques ces dernières années. Serge aura la lourde responsabilité de poursuivre le travail que tu as engagé afin de redonner à Force ouvrière sa position de défenseur de la sécurité sociale et de la protection sociale collective. Ton engagement au sein de FO ne s'arrête pas là puisque tes nouvelles responsabilités vont te permettre de garder un lien avec la Confédération et de renforcer les contacts avec un de nos partenaires. Je te souhaite, chère Jocelyne, une excellente continuation. Anne va rester avec des mandats nationaux du handicap. Ce n'est donc pas un départ à proprement parler. Je veux néanmoins remercier Anne pour toute son action à la tête de son secteur. Les thématiques de ce secteur sont essentielles, à l'instar de l'égalité homme-femme, et ce sera un vrai challenge pour Béatrice que de les poursuivre et les renforcer. Michel, je vais être prudent dans mon expression, parce que personne ici n'ignore tes origines corses. Tu as un très long parcours confédéral qui a débuté avec Marc Blondel. Redoutablement efficace, tu n'as eu de cesse de déminer, logique, tous les conflits existants dans l'organisation. Je crois, je me permets de le dire, que nous avons été tous les deux un binôme parfois redoutable en réunion des intersyndicales, et les autres organisations s'en souviennent. Mais derrière cette armure se cache un vrai cœur sensible, capable, par exemple, d'envoyer des SMS tout doux à d'autres représentants syndicaux. Mais également, et surtout, une militante exceptionnelle qui aura tout donné pour la défense de son secrétaire général, comme quoi la vraie chef des grognards fidèles, c'était bien toi, Michel. Parce qu'il est bon de mettre un visage sur un nom, je tiens à vous présenter rapidement les nouveaux membres du bureau confédéral fraîchement élus.
hormis les 6 sortants que vous connaissez déjà, viennent d'être élus, vous l'avez dit ce matin, Marjorie Alexandre, Béatrice Clic, Karen Gournay, Nathalie Auman, Cyril Lama et Serge Le Gagnois, auxquels je demande de se lever, puis que les 6 autres se lèvent juste après, de manière à ce que nous soyons tous là. Au nom de l'ensemble du bureau confédéral, je l'ai dit tout à l'heure, je m'engage à ce que nous nous battions et que nous revendiquions chaque jour dans le plus strict respect du mandat donné par nos résolutions. Il m'était inconcevable de ne pas dire merci. Un immense et sincère merci aux camarades sortants que je viens de citer, à l'ensemble du bureau confédéral et à d'autres. Je veux tout d'abord remercier l'ensemble des salariés de la Confédération pour leur travail quotidien au service de notre organisation et de l'ensemble de nos syndicats. Certains d'entre eux ont aidé les camarades et militants de l'Union départementale du Nord pour cet exceptionnel congrès. Je vous demande vraiment de leur faire une standing ovation. Merci à tous. Beaucoup d'entre eux n'ont pas beaucoup dormi pour nous permettre ces débats. Alors du coup, nous, on n'a pas non plus beaucoup dormi par moment, mais c'est bien grâce à eux que nos débats ont pu être d'une aussi grande qualité. Je voulais remercier également très fortement Malik et Alain et leurs équipes du service d'ordre. Merci à tous. Rapidement, je vous promets, mais une élection n'est jamais l'affaire d'une personne, mais c'est avant tout une aventure collective et parfois un combat quotidien au service et d'un projet et d'une ligne collective pour notre organisation. Alors aux 3 camarades de terrain qui en 1990 m'ont fait découvrir notre grande et belle organisation, dont un est ici, à tous mes amis de mon syndicat national et de la fédération, en particulier à mes parents syndicaux et à l'agent Z, chez qui le militantisme règne en maître, sans Dieu ni tribun, à l'homme aux cigares et bretelles et à sa cacahuète, et à leur conseil de 2011 qui change tout, à tous ceux d'un mariage de juillet 2011 pour leur soutien indéfectible et qui ont toujours tenu bon malgré les difficultés, à vous, des week-ends de travail et des soirées avec Pupu qui ont tant donné de leur temps pour amorcer au mieux les changements nécessaires, et notamment à cette nouvelle équipe du secrétariat général qui depuis si longtemps travaille en totale confiance, à tous ceux qui étaient là ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures, et à tous ceux qui à un moment donné ont voulu que nous continuions tous ensemble. Je tiens vraiment à adresser un immense et personnel merci. Enfin, sur un plan plus personnel, à toi, toujours prête à affronter et à tout affronter à mes côtés, à vous 3, ma plus grande fierté, et à ma famille de cœur qui me soutient jusqu'en Belgique, un profond merci. Au-delà de chacun de nous, notre militantisme s'appuie aussi sur celles et ceux qui nous soutiennent, et je tiens à leur rendre hommage. Ils sont le cadre sécurisant, comme le renforcement de notre engagement. Parce que s'engager dans une organisation syndicale, c'est aujourd'hui, et malheureusement, un risque. On risque son emploi,
on risque sa rémunération et sa carrière. Et pourquoi? Pour avoir voulu défendre ses collègues de travail ou juste revendiquer du progrès social. Comment est-ce possible d'avoir atteint le stade où dans notre pays, être militant associatif est honorable, mais être militant syndical, c'est has-been? Oui, mes camarades, défendre les baleines, c'est beau, mais défendre les femmes et les hommes, ça l'est au moins tout autant. L'héroïsme, votre héroïsme du quotidien, réside dans l'engagement au service de nobles causes, que ce soit pour défendre la planète, défendre la République, comme le font tous les jours l'ensemble des fonctionnaires, mais aussi défendre les travailleurs, bien souvent en prenant des risques trop peu reconnus par notre société. Que votre adhésion, mes camarades, que votre engagement reflète votre espoir comme votre colère et votre unité. Donc oui, à vous toutes et tous, militants courageux, dignes, combatifs et revendicatifs, soyez fiers d'être des militants engagés, libres et indépendants. Soyez fiers de tant donner pour défendre tous les travailleurs. Soyez fiers de vos négociations, de vos mobilisations, de vos revendications. Soyez fiers d'obtenir de nouveaux droits sans jamais rentrer dans une logique de donnant-donnant. Soyez fiers de lutter courageusement contre le syndicalisme bashing que tant de politiques et de bien-pensants entretiennent médiatiquement sans avoir la moindre idée de la réalité quotidienne de nos actions. Soyez fiers d'être une organisation syndicale, et juste une organisation syndicale. Tout ce que nous portons, défendons, faisons, répond à notre volonté collective de défendre et promouvoir les intérêts des travailleurs. Alors, à tous ceux qui veulent attaquer nos valeurs et le syndicalisme en général, nous disons fermement et fièrement, vous ne passerez pas! Vous ne passerez pas! Ce qui fait la force de la négociation collective dans notre pays, c'est d'arriver à mettre autour de la table les représentants des travailleurs et ceux du patronat dans un but d'arriver à un accord. Et nous sommes allés plus loin avec cette invention géniale qui est le paritarisme, créateur de droits et de protection pour chaque travailleur et souvent répondant du salaire différé. Avec le temps, au niveau national, la concertation prend de plus en plus la place de la négociation avec un exécutif politique qui ne laisse plus aux interlocuteurs sociaux la liberté de décider entre eux. Aujourd'hui, force est de constater le peu de considération qu'a le gouvernement dans la négociation interprofessionnelle, lui préférant soit une concertation aux résultats imposés, soit une décision unilatérale. Et la défiance à l'égard des syndicats devient concrète lorsqu'ils décident purement et simplement, et comme cela a été le cas parfois sur des éléments de la formation professionnelle, de piétiner une partie du travail réalisé au profit d'une idéologie imposée et sans aucune prise avec la réalité quotidienne du terrain. Alors oui, mes camarades, c'est l'existence même du peu de paritarisme qui demeure encore et de la négociation collective nationale et interprofessionnelle qui est menacée. Cela revient à nier le rôle et l'apport des organisations syndicales dans la construction de notre modèle social et de notre démocratie. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement a un allié de poids, mes camarades, le MEDEF en personne. Car à l'heure où le MEDEF se cherche un président, il est affligeant d'assister à un débat où le gagnant sera celui qui aura critiqué le plus fermement et le plus fortement la négociation entre les interlocuteurs sociaux
et fait valoir que le paritarisme n'a définitivement plus d'intérêt. Les représentants actuels du MEDEF ont fait un choix, celui d'effacer l'histoire sociale, en acceptant que les travailleurs n'aient plus voix au chapitre et en se cantonnant à faire du lobbying puissant auprès du gouvernement, ce qui est d'autant plus facile que le gouvernement actuel est complètement en phase avec leurs rêves les plus fous. Le MEDEF en a rêvé, l'exécutif le fait. À ce rythme-là, le futur président du MEDEF pourra dire au président de la République « Merci, patron ». Parce que nous voyons clair dans le processus global qui est en cours. L'objectif désormais affiché est d'affaiblir l'ensemble des organisations syndicales. Cela a commencé il y a déjà de nombreuses années, sous l'impulsion parfois d'autres gouvernements, par l'expulsion d'organisations syndicales hors de nos locaux, en utilisant pour prétexte l'austérité budgétaire et la régionalisation, les collectivités territoriales de tous bords. Et l'État nous imposait et nous impose encore aujourd'hui de quitter le terrain et la proximité avec les travailleurs de ce pays. À Force ouvrière, nous ne tomberons pas et ne tomberons jamais dans ce piège, parce qu'être proche du terrain est plus que jamais une force dans une période où les soi-disant élites qui nous gouvernent sont totalement déconnectés de la réalité. C'est une nécessité d'être aux côtés de l'ensemble des travailleurs de ce pays, alors que tout est fait pour qu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors oui, non seulement nous ferons tout ce que nous pourrons pour garder nos unions départementales, et partout où nous le pourrons, nous créerons et maintiendrons des unions locales, mes camarades. Parce que dans une société où la cohésion nationale et sociale s'effrite, nous devons nous battre pour toujours plus de proximité. L'une des spécificités de notre organisation est son fédéralisme et sa déconcentration. Non, chez nous, ce n'est pas le national qui décide et la base qui exécute. Je crois que vous l'avez bien démontré pendant 5 jours. Non, chez nous, nous n'abandonnons pas les zones rurales pour nous établir dans quelques grandes métropoles. Chez nous, c'est l'adhérent qui a le pouvoir. Chez nous, la position se construit grâce aux remontées de la base, comme on dit. Et ça, mes camarades, c'est l'une de nos grandes fiertés. Car c'est ce qui ancre nos revendications dans la réalité quotidienne des travailleurs. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance car la priorité du gouvernement, à travers notamment les dernières ordonnances, était de créer du dialogue social de proximité au plus proche des salariés. Oui, vraiment, nous avons de la chance. Ils nous ont expliqué que le national et la branche pour créer la norme s'étaient dépassés. Hop, tout est renvoyé au niveau de l'entreprise. Ils nous ont expliqué que nous perdions tous trop de temps dans nos réunions. Hop, ils fusionnent les instances CE, CHSCT, DP. Ils nous ont expliqué qu'il fallait donner davantage de poids à la parole des salariés. Hop, le référendum d'entreprise est né. Ils nous ont expliqué qu'il fallait sécuriser la rupture du contrat de travail. Hop, ils ont permis la budgétisation des licenciements, y compris abusifs, et surtout, le meilleur pour la fin, ils ont créé la rupture conventionnelle collective. Et camarades, une petite parenthèse, la rupture conventionnelle collective, c'est un piège syndical, mes camarades. Nous ne pouvons pas tomber dans ce piège. Nous ne pouvons pas nous retrouver avec la responsabilité par un accord majoritaire de nous retrouver dans une situation où nous serions à l'origine de licenciements, mais avec des conditions dégradées par rapport aux droits d'un PSE et sans contrôle de l'État.
mes camarades, il est évidemment extraordinairement difficile de tenir ces positions entreprise par entreprise. Et je le dis, nous soutiendrons l'ensemble des camarades, quelle que soit la situation et la décision qu'ils prendront, parce que ça, au niveau de la Confédération, nous le ferons toujours. Mais chaque fois que nous le pourrons, nous aiderons pour que nous ne tombions pas collectivement dans ce piège qu'est la rupture conventionnelle collective, mes camarades. Pour ça, et sur tous ces reculs, à un moment donné, les grands coups de communication ne suffisent plus. Et il est temps de se heurter au principe de réalité. Il est clair que Jupiter est à des années-lumière du terrain. Un élu qui voit ses heures de délégation diminuer, alors même qu'il occupe non plus un mandat, mais 3 à la fois, se voit de facto dans l'incapacité de pouvoir militer en dehors de son entreprise et particulièrement au sein de sa fédération ou de son union départementale. C'est donc triplement l'affaiblir, en lui donnant moins de temps pour agir, en lui faisant perdre l'expertise qui bénéficiait aux salariés et en le coupant de son organisation syndicale qui lui apporte aujourd'hui conseil, recul et soutien. Et pour couronner le tout, on limite l'ensemble à 3 mandats. Bel exemple de démocratie que de briguer l'engagement. Alors, je vois déjà ce que certains vont nous dire. Les organisations syndicales sont les grandes victimes de ces ordonnances et elles ne bougent que lorsqu'elles sont attaquées. Mais la réalité, c'est que les ordonnances ne sont rien d'autre qu'une loi travail XXL avec des conséquences dramatiques pour l'ensemble des salariés de ce pays. Et pour ne prendre qu'un exemple, mais il est parlant, nous aurons, si on suit cette logique, des différences de traitement avec les garanties minimales s'appliquant boîte par boîte. On aura demain les conditions de travail Amazon, les conditions de travail Carrefour, les conditions de travail de la petite PME du coin. Dans un monde où règne la concurrence exacerbée entre les entreprises, ce sera course au moins-disant social sans précédent. Renvoyer l'élaboration de la norme, entreprise par entreprise, a pour conséquence de rompre avec le principe républicain d'égalité de droits et de traitement sur l'ensemble du territoire national. Or, c'est à travers nos luttes et nos victoires syndicales et nos négociations que nous bénéficions tous d'un même code du travail, des mêmes protections à travers les conventions collectives et les statuts, de la même durée légale du travail, d'un même salaire minimum identique, quel que soit notre métier ou notre région. C'est ça le résultat des négociations collectives, mais aussi de la République qui ont bâti pierre par pierre notre modèle social, modèle qui demeure envié dans l'ensemble du monde entier. Force ouvrière en est très fière, mes camarades. Et s'il ne doit rester qu'une organisation républicaine, alors ce sera Force ouvrière. Au-delà des mots MAUX traditionnels, flexibilité, austérité, compétitivité, auxquels nous sommes malheureusement confrontés depuis des décennies, on est face aujourd'hui à une vision. Sous prétexte d'être libre, plus autonome, plus responsabilisé, on se retrouve peu à peu livré à soi-même. Moins de puissance publique, moins de garanties de droits collectifs, moins de protection. L'individualisation, la vision quasi philosophique du chacun pour soi. Tout y passe. Pour ne prendre que quelques exemples. Bien entendu, et ce n'est pas nouveau, les rémunérations, vous l'avez dit à de nombreuses reprises durant ces 5 jours, elles sont de plus en plus individualisées, à la tête du client, à commencer d'ailleurs par le secteur public. Pour une fois où l'État montre l'exemple, ça ne va clairement pas dans le bon sens. Ensuite, la formation. Alors nous voilà avec le fameux projet de loi déposé aujourd'hui au Conseil des ministres pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est une blague. Rien que le titre. On est content. On est libre. Parce que visiblement, on ne l'avait pas remarqué, mais jusqu'à présent, on ne l'était pas. Et bien sûr que si nous l'étions.
On l'était déjà et on l'était vraiment. On l'était vraiment parce qu'on avait ce droit d'un nombre d'heures, commun à tous, pour se former, pour s'émanciper. Mais tout ça, c'est fini. Maintenant, on va toucher un petit pécule. Charge à chacun de se débrouiller tout seul, avec la responsabilité de se trouver une formation rentrant dans son enveloppe, et le tout, de plus en plus, sur son temps personnel. C'est là qu'est le risque. Et là, ce qui est extraordinaire de cynisme, c'est qu'en plus de ça, ça exclut d'emblée plus de 20% de la population. Et oui, avec le gouvernement, c'est pas de smartphone, pas de formation. Politique sponsorisée par Apple, Samsung et compagnie. Même le chômage, même l'utilisation du chômage, en voulant sanctionner les chômeurs qui ne trouvent plus d'emploi, on fait du chômage une question d'individu. Plutôt que de s'attaquer aux causes générales économiques du chômage, le gouvernement impute aux chômeurs la responsabilité individuelle dans le fait qu'ils ne retrouvent pas de travail. 200 postes supplémentaires à Pôle emploi, bravo. Pour aider collectivement les demandeurs d'emploi? Non. Pour mieux les contrôler et les sanctionner. C'est vrai qu'entre 0,4% de fraude à Pôle emploi et 80 milliards d'évasion fiscale chaque année, on cerne bien les priorités. Même l'impôt y passe. Le prélèvement à la source, c'est d'abord fixer un taux par individu, alors que le cadre républicain l'avait constitué sur la base d'un collectif, certes minime et réduit, mais un collectif quand même, en l'occurrence le foyer fiscal. Nous aurons tous notre taux individuel et personnel d'imposition. Et si l'on regarde l'objectif final de cette réforme que nous condamnons depuis l'origine, c'est bien de permettre de fusionner à terme l'impôt sur le revenu avec la CSG. C'est à la fois affaiblir le financement dédié à la sécurité sociale collective et individualiser l'impôt en supprimant sa progressivité pour le rendre proportionnel et donc individuel. S'attaquer à la sécurité sociale collective, c'est dynamiter le cœur même de notre modèle social. On passe d'un système basé sur la solidarité, où je cotise collectivement selon mes moyens et je bénéficie personnellement selon mes besoins, à un filet de sécurité soi-disant universel pour solde de tout compte. Charge à chaque individu, s'il le peut, de recourir individuellement à des assurances privées. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, parce que c'est bien souvent de chance dont il s'agit, d'avoir une carrière complète et linéaire, de ne pas être malade, de ne pas être au chômage, etc., ceux-là seront laissés au bord du chemin. Personne ne fait exprès d'être malade ni de perdre son emploi naturellement, parce que personne ne fait exprès. Tout le monde soutient et est solidaire. Tout le monde contribue, pas pour soi, mais pour un collectif. Parce que quand ça nous arrive, on est bien content que les autres soient là. Et notre fierté, mes camarades, c'est justement de ne pas cotiser pour soi, mais de cotiser pour tous. Et tous, nous aspirons légitimement à pouvoir, à un moment donné, passer le flambeau et bénéficier d'une retraite bien méritée. Il va falloir aussi qu'on nous explique dans la réforme à venir comment on peut maintenir la logique de solidarité intergénérationnelle et collective, ainsi que le statut général et les statuts particuliers, en passant à une retraite par points. En réalité, il y a quelque chose de machiavélique dans cette réforme. En individualisant la fin du parcours, on individualise l'ensemble du parcours. Alors je le dis clairement, nous irons aux concertations et discussions, parce que la chaise vide, ça n'est pas Force ouvrière. Mais nous irons avec le mandat clair de la défense de nos régimes, de la défense de nos droits associés à des statuts collectifs face à un projet purement idéologique où de fait il n'y a plus d'âge limite ni de durée de cotisation s'il devait être mis en place. Alors comme nos camarades, il y a déjà un siècle, nous disons, nous refusons la retraite pour les morts. Pour justifier la suppression des cadres d'emploi et des droits collectifs, il fallait instaurer un réceptacle.
Il existe déjà le fameux CPA. Nous avons eu une position tactique à l'époque en signant ou en prenant la main pour que ce ne soit que des comptes personnels rattachés à des droits collectifs et que le CPA ne devienne pas la dévitalisation des droits collectifs. Mais sur le principe, sur le fondement même de ceux qui l'ont voulu, le CPA est dangereux. Je l'ai toujours dit, le CPA, c'est pas ça. Alors, j'avais une autre formule, mais je ne vais pas la donner à la tribune. Le CPA, c'est pas ça. On se retrouve tous en concurrence, les uns contre les autres. On nous refile un sac à dos sur le dos dénommé CPA que l'on distribue à tous les travailleurs en leur disant « sois libre et tais-toi » et on part à l'aventure en se cherchant des clients. À défaut d'emploi, en se recherchant de l'activité ou du travail à la tâche, à défaut d'un réel contrat de travail et dans lequel, libre à toi de mettre, si tu le veux et si tu le peux, un petit pécule de côté pour te former, pour une éventuelle période de chômage, pour tes points retraite et même pour ton taux d'imposition. Le CPA, par bien des aspects dans sa logique, est le bras armé de l'individualisation. Or, en faisant la part belle à la liberté et à l'autonomie, on porte atteinte aux valeurs qui fondent notre modèle social. L'individualisation amène l'individualisme. Le chacun son choix devient le chacun pour soi. Tout se résume à « ne te demande pas ce que la nation peut faire pour toi, mais demande-toi simplement ce que tu peux faire pour toi-même ». C'est justement ce que doivent se demander les 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté dans la 5e puissance économique du monde. En un an, les différentes politiques du gouvernement auront distribué plus de 11 milliards aux 10% de la population les plus riches. Suppression de l'ISF, fin de la taxation de 3% de dividendes, plafonnement de la taxation sur le capital, augmentation du CICE, baisse de l'impôt sur les sociétés, suppression de la taxe sur les salaires élevés et dans le même temps, hausse de la CSG, baisse du budget de l'État et de celui de la sécurité sociale, baisse du budget des collectivités territoriales et de l'hôpital républicain, baisse des APL, suppression de 260 000 emplois aidés, gel des pensions de retraite comme du point d'indice et augmentation du forfait hospitalier. Pour les 90% de la population restante, ce sont 24 milliards de suppression de pouvoir d'achat comme d'aide publique et sociale. Cherchez l'erreur. Ce n'est pas un procès d'intention, mais un constat que de dire que le gouvernement a choisi un camp, celui des plus fortunés. En somme, une politique pour les 10% de premiers de cordée au détriment des 90% derniers de corvée. Nous sommes face à de faux Robin des Bois, car prenant aux pauvres pour donner aux riches, des conteurs de fables cherchant à légitimer la domination d'une élite, le recul de tous au bénéfice de quelques-uns. Pire, dans des périodes où la croissance reviendrait, notamment du fait des sacrifices des derniers de corvée, le système devient désormais conçu pour qu'à nouveau la croissance ne bénéficie qu'aux plus favorisés. Nous sommes au paroxysme du cynisme, où l'augmentation de la richesse produite fait augmenter les inégalités, mes camarades. Cette logique d'individualisation conduit à une bipolarisation de la société. Il y a la minorité de ceux qui réussissent, directement sortis de la cuisse de Jupiter avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou qui sont des soi-disant génies, ou tout simplement qui ont un coup de chance. Bref, pour qui les politiques actuelles sont imaginées et menées. Et il y a les autres, les 90% restants, avec le mépris en mise, ceux qui ne sont rien, comme l'a dit le président de la République, ceux qui n'ont qu'à se prendre en main, car finalement, c'est en gros de leur faute s'ils ne réussissent pas. Privilégier les riches et mépris des pauvres sont les deux faces d'une même pièce. Car oui, désormais, il y a les fainéants et même ceux qui ne sont rien. Quelle violence! Et je vous le dis, mes camarades, ils ne sont pas rien. Nous ne sommes pas rien. Personne n'est rien. Le nombre est une force exceptionnelle que le syndicalisme libre et indépendant se doit de rassembler. Et si une fois rien, c'est rien, à partir de 3 fois rien, c'est déjà quelque chose et on est déjà beaucoup plus que ça. Mes camarades, Force ouvrière ne se résume pas et ne se résumera jamais à une personne, un individu, un camarade ou un syndicat.
ni à une période, ni à un unique combat. Nous sommes nés en 1895, après une décennie de grève, puis 50 ans après, d'une résistance ouvrière qui devient force. Nous sommes nés d'une contestation, l'opposition absolue à une politisation du syndicalisme au profit d'une indépendance sans équivoque. Plus d'une fois, nous l'avons démontré, la revendication est l'essence même du syndicalisme, mais aussi le moteur de l'histoire. De tout temps, ce que le travailleur prend, il l'obtient. Et les droits dont il bénéficie, il les a acquis grâce à l'action syndicale. Que l'on parle de la journée de 8 heures, des congés payés, des conventions collectives ou de la sécurité sociale, l'ensemble de ces acquis, qui sont aujourd'hui les fondements de notre société actuelle, n'ont pu voir le jour qu'au travers des luttes syndicales menées courageusement par nos camarades. Et ces luttes permettent également aujourd'hui à ce que 93% des travailleurs soient couverts par une convention collective ou un statut. Record du monde, notre record du monde. Record du monde que l'on aimerait voir mis en avant plus souvent par nos représentants. Parce que c'est aussi ça, l'héritage de l'action et du combat syndical dans notre République. Or, aujourd'hui, on nous explique que la France, finalement, s'est créée en mai 2017 et que toutes les conquêtes feraient partie d'un ancien monde, dont nous, les organisations syndicales, serions les dinosaures. Un monde révolu, où tout ce qui s'est passé serait has-been, où revendiquer des droits nouveaux serait ringard et utopique. À grands coups de com', on nous explique que la modernité serait d'appliquer toujours plus de règles, entreprise par entreprise et individu par individu. Mais la réalité, c'est que jamais les travailleurs n'ont autant été éloignés les uns des autres et que la cohésion nationale se fissure chaque jour un peu plus et que l'égalité des droits relève de plus en plus de la théorie. À grands coups de com', on nous explique que la modernité serait de mettre en concurrence l'ensemble de la société. Chaque région, chaque entreprise, chaque travailleur, chaque citoyen, tous en concurrence les uns par rapport aux autres. Mais la réalité, c'est marche ou crève dans une jungle d'individualisation avec pour seul moyen de survivre d'écraser son voisin. C'est être responsable que de laisser livrer à soi-même avec la charge de se protéger et de s'en sortir seul. C'est être libre que de favoriser l'ubérisation de notre société avec pour modèle des travailleurs payés à la tâche et une précarité généralisée. Nous ne le pensons pas, mes camarades. Quelle est donc l'alternative qu'on nous propose face à notre archaïque modèle social basé sur la solidarité collective? Déprotéger les gens. Déprotéger. Le nouveau monde qu'on nous impose, son projet de société, c'est ni plus ni moins, vous l'avez dit, qu'un retour en arrière, un retour au XIXe siècle, mes camarades. Alors, au prétexte d'être moderne ou réaliste, on nous demande de ne plus revendiquer, de ne plus négocier. Au prétexte d'être responsable, on nous demande de négocier la longueur de la chaîne ou le poids du boulet. Au prétexte d'un meilleur dialogue social, on nous demande d'endosser la responsabilité patronale de virer d'autres salariés par la rupture conventionnelle collective. Mes camarades, nos reculs sociaux les reculs sociaux ne se négocient pas, ils se combattent tout le temps et partout. Mes camarades, notre organisation a été de tous les temps pour la négociation, toujours négocier, partout, chaque fois qu'on le peut, pour le compromis, mais jamais pour la compromission. J'ignore où se passera le combat entre le vieux monde et le nouveau monde, mais peu importe, Force ouvrière en sera. Demain, nous serons là pour rappeler qu'il n'y a pas lieu de réécrire l'histoire, car la France ne peut pas devenir une start-up peuplée de gens ayant pour seule possibilité de devenir entrepreneurs d'eux-mêmes à la merci du marché. Demain, nous serons là pour rappeler que le syndicalisme libre et indépendant est plus fort que ça, que la République est plus forte que ça. Demain, nous serons là pour rappeler que nous sommes modernes et réalistes et que notre responsabilité
et de promouvoir un modèle où le progrès social est au rendez-vous pour l'ensemble des travailleurs. Oui, à Force ouvrière, nous avons de la mémoire et nous honorons aujourd'hui fièrement nos 70 ans de lutte syndicale et le combat de nos anciens. Libres et indépendants, nous défendons nos valeurs et un héritage qui reste encore notre vision. Aujourd'hui, je m'y engage, nous allons tenir, nous allons faire bloc, unis, soudés, rassemblés, dans le respect de toutes et tous. Nous allons résister, nous allons revendiquer, nous allons reconquérir de nouveaux droits, mes camarades. Toute la société fait face à un rouleau compresseur. Ça cible l'ensemble des contrepoids ou des contre-pouvoirs de ce pays. Le politique, on l'a rappelé, a subi un véritable tsunami dévastant tout sur son passage. Ce n'est pas notre souci, c'est un constat. De plus, on éloigne les élus locaux, derniers représentants de la République, à portée de gifle des citoyens, parce qu'il n'y a plus les services publics de proximité, notamment par la fusion des communes. Les médias subissent une pression sans précédent. Et il a même été question de changer les directeurs d'administration centrale et autres hauts fonctionnaires afin de désigner à leur place des personnes en marche compatibles. C'est attaquer le fondement même du service public républicain et de son statut, qui est là justement pour garantir en toute indépendance et neutralité par rapport au pouvoir politique quel qu'il soit, le fait que dans notre démocratie, les exécutifs passent, mais la République demeure. Parce qu'il n'y a pas de République sans service public. Nous continuerons notre mobilisation pour le statut et pour les 5,4 millions de femmes et d'hommes qui sont nos héros du quotidien, notre fierté républicaine, et nous les appelons toutes et tous tant à se mobiliser qu'à voter en masse pour les listes Force ouvrière lors des élections du 6 décembre prochain que nous allons réussir tous ensemble. Alors, très logiquement, l'autre contrepoids important dans notre démocratie qu'il est naturel d'attaquer, les syndicats. On réfute leur rôle national interprofessionnel à contribuer et à permettre que notre modèle social continue de se développer au bénéfice de toujours plus de travailleurs. Cela s'accompagne d'une méthode qui préfère le recours aux ordonnances plutôt qu'au débat démocratique et à la concertation sociale et qui, globalement, répond d'une seule maxime « je pense, donc tu suis ». Face à ce syndicalisme bashing, face à cette attaque sans précédent des syndicats, que fait-on? On met la tête dans le sable et on se dit que ça va passer? Pense-t-on vraiment que la survie syndicale passe par la moindre compromission? Dire cela n'est pas non plus un effet de manche, vu le degré des attaques que les autres contrepoids de ce pays ont déjà subis. Mais est-ce qu'une organisation syndicale est mortelle? Oui, car nous ne sommes pas une divinité. Vous savez, il n'est jamais bon de se comparer à un Dieu, de surcroît le Dieu des dieux. Et c'est bien parce que nous sommes vivants et une force que nous ne cesserons jamais de négocier, de revendiquer, et que demain et tous les jours à venir, nous nous battrons pour résister. Parce qu'à Force ouvrière, nous préférons mourir debout que vivre à genoux. Je suis convaincu que nous sommes face à un risque de bascule. Après des décennies de libéralisme, de capitalisme financier, d'austérité effrénée, de dumping acharné, notre modèle social est fissuré. Ils ont tenté de réduire les droits collectifs, attaquer le code du travail, le statut général, la sécurité sociale. Ces fondements de notre socle social et de notre République ont tenu, mais ils restent fragiles. Et là, il risque de se briser, parce que les attaques continuent de plus belle et qu'on nous présente un modèle basé sur le chacun pour soi. On se concentre sur ceux qui ont déjà tout et on abandonne ceux qui n'ont rien. On serait donc libre de réussir, mais surtout libre d'échouer dans une société où le collectif n'est plus là pour nous repêcher.
Alors je peux lire dans vos yeux la même crainte qui maintes fois a saisi nos camarades depuis plus d'un siècle. Un jour peut venir où l'égalité faillira, où la solidarité s'effondrera, où l'individualisme triomphera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups, de la jungle et du chacun pour soi, mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous refusons de basculer dans un monde sans droit, sans règles, sans statut, sans protection. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, plus que jamais, ces valeurs doivent structurer notre société. Plus que jamais, face à ces attaques sans précédent, nous appelons l'ensemble des travailleurs. Rejoignez-nous, combattons ensemble, négocions ensemble, résistons ensemble pour nos acquis, pour nos droits, pour en conquérir de nouveaux. Plus que jamais, notre organisation syndicale a une responsabilité historique à se rassembler et à rassembler alors que la société se fracture. Alors debout mes camarades, nous sommes tous ensemble et nous le resterons et nous tiendrons jusqu'à ce que d'autres camarades nous relèvent. Parce que, à Force ouvrière, nous ne sommes pas à Force Alamo. Là, je vais le refaire. C'est l'émotion. Mes camarades, nous tiendrons, nous revendiquerons, nous résisterons et nous tiendrons jusqu'à ce que d'autres camarades nous relèvent. Parce que nous ne sommes pas à Fort Alamo, à Force ouvrière. La relève, elle vient toujours. Vous êtes Force ouvrière, vous êtes la résistance. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive l'ensemble des syndicats, des unions départementales, des fédérations Force ouvrière. Vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Résistez, revendiquez mes camarades. Restez debout et je vais demander à l'ensemble de celles et ceux qui nous ont permis, nos camarades,